Bonjour à tous, bienvenue. Alors que tout se taisait déjà au sujet de cette affaire, Vincent Folly, le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune, a effectué une sortie médiatique le jeudi 2 août dernier pour parler des tenants et aboutissants ayant conduit à la suspension jusqu'à nouvel ordre de son organe. C'est encore lui que nous avons invité aujourd'hui pour évoquer cette issue malheureuse. Journaliste, analyste politique, il y demeure. Vincent Folly va aussi se prononcer sur le code électoral en gestation à l'Assemblée nationale, la nouvelle charte des partis politiques ou encore les sorties médiatiques donc, du chef de l'État à l'occasion de la fête de l'indépendance. Vincent Folly, bonjour, bienvenue. Bonjour Virgile. Cette sortie médiatique après le verdict de la RAC était-elle nécessaire ou c'est le choix de la provocation? Non, je ne ressens pas un provocateur, même si certains m'attribuent ce titre. Virgile, permets-moi d'abord, avant de répondre à la question plus profondément, de te remercier. De remercier Soleil FM et les responsables de cette chaîne qui me donnent l'occasion, encore une fois, en moins d'un mois, non, de présenter la situation, car j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Même des amis qui m'abordent ont des attitudes ambiguës. Et je vais clarifier la situation parce que, et vous remercier pour ce que vous faites. Parce que, à cette conférence de presse à laquelle vous faites allusion, j'ai invité presque toute la presse. Mais j'ai vu le traitement qui en a été fait. Ben, j'ai l'impression que les gens n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe dans notre pays en matière de liberté de presse. J'ai l'impression. Et là, mon cœur brûle de savoir comment notre presse traite les informations ces derniers temps. On reviendra sur ça par rapport à l'actualité. Mais je veux vous remercier pour le courage que vous avez de m'inviter. Vous nous remerciez autant parce que vous n'avez pas eu cette participation des autres. Vous n'avez pas eu cette attente-là de ces organes tels que vous l'auriez souhaité. Oui, il y a même une radio, une que je ne nommerai pas, qui a pris la décision par un communiqué qui a circulé sur les réseaux sociaux de dire de ne pas parler de Nouvelle Tribune. C'est cette radio qui a fait ça. Mais je vais vous dire, Virgile, en fait, c'est l'ensemble de la presse de notre pays qui fait l'embargo, qui maintient un embargo sur l'affaire de la Nouvelle Tribune. Et c'est pourquoi c'est vous le problème ou... Eh bien, non, il faut faire en sorte qu'on parle le moins possible de moi. Parce que les premiers jours, vous savez comment ça s'est passé. La presse internationale a fait écho de cette suspension bizarre. Je reviendrai sur ça. Et ça a suscité un certain émoi dans le monde politique. À l'international. À l'international, oui. Ça a suscité un émoi dans le pouvoir, de la part du pouvoir politique. Et ils ont certainement décidé de faire l'impasse sur les informations concernant le journal. Or, ce qui se passe pour le journal, et je l'ai dit à l'occasion de la fermeture de Béninois libérés il y a plus de 7 ans. J'ai dit que ce n'est pas possible qu'on interdise un journal de parution. Et je vais l'expliquer encore tout à l'heure. Et c'est extrêmement grave. Donc le pouvoir a intérêt, c'est-à-dire ceux qui dirigent le pays ont intérêt à ce qu'on parle le moins possible d'une presse qui a été supprimée de manière administrative. Je dis, c'est une décision extrajudiciaire qui m'a frappé. Extrajudiciaire. Justement, vous aviez dit juste là, ils ont, et vous venez de lâcher le pouvoir. Vous connaissez, disons, votre bourreau, c'est cela? Bon, écoutez, le boulot s'annonce lui-même, hein, c'est clair aujourd'hui que cette sanction n'est pas qu'une sanction administrative, quoi qu'on la RAC veuille le présenter de cette façon. Oh, c'est une sanction de la RAC, mais elle est politique. Elle est politique parce que, je vais vous le démontrer tout à l'heure, elle ne repose sur aucun de ces tests. Aucun des tests qui régissent la profession. Lorsque vous voulez sanctionner quelqu'un, il faut au moins mettre la forme. On dit sanctionner jusqu'à nouvel ordre. Où est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Est-ce qu'on peut mettre en prison quelqu'un jusqu'à nouvel ordre? Il est en prison selon un terme donné. Mais la sanction définitive que vient de prendre la HAC dit interdit de parution jusqu'à nouvel ordre. Or, je suis une entreprise. J'ai un registre de commerce. Les employés sont là. Ils n'ont pas de salaire. J'ai des charges locatives, des charges salariales à leur verser. Comment peut-on interdire une entreprise? Comment les parents qui sont venus de Grand Popo de chez moi disent
Écoutez, c'est ton entreprise, non? Pourquoi on ferme? Je leur ai dit, mais c'est une boutique, prenez l'exemple d'une boutique que j'ai ouverte. On me dit que j'ai des produits peut-être avariés dans la boutique. Mais quand on vient prendre les produits avariés. On ne va pas fermer la boutique parce que j'ai envie. Mais ce qui s'est passé, c'est comme si ma boutique Nouvelle Tribune a été fermée. Alors que j'ai un registre de commerce. C'est illégal ce qui a été fait. Complètement illégal. C'est pourquoi j'ai parlé de la HAC hors la loi. Ce n'est pas une injure. Parce que la HAC n'a pas respecté les tests. Je vais le démontrer encore très rapidement si vous le voulez bien. Oui, mais parlons donc de ce silence autour. Si cela vous est arrivé, on peut dire que ça pourrait être contagieux, mais pourquoi ne serait-ce que par protection de soi-même, par prévention? On n'a pas vu les associations, on n'a pas vu les autres organes. Je vais vous dire, moi, je ne veux pas parler des gens. Je ne veux pas nommer des personnes pour dire ils ont fait ci, ils ont fait ça, ou ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Ce débat appelle des choses et on va dire, ah, Follet a dit ça. Ce que je vais dire, j'ai été très heureux lorsque les associations professionnelles, dès le lendemain de la suspension, sont allées me voir. Ce n'est pas moi qui suis allé les voir. Ils sont allés me voir pour dire que cette sanction est illégale. Ils ont dit que les raisons évoquées par la HAC ne sont pas du ressort de la HAC. J'ai écouté le président de l'UPMB. Je n'ai pas vu le président de l'autre, du patronat auquel dont je suis membre, j'allais dire. J'ai été membre fondateur. Mais si je n'y suis plus, je sais ce qui se passe. Et ils savent pourquoi je n'y suis plus. Bon, je ne peux pas cautionner ce qui se passe. Maintenant, je ne les ai pas vus, ce n'est pas grave. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sont-ils restés muets? Pourquoi peut-il accepter? On me sanctionne avec une sanction, comme j'ai dit, bizarre, qui n'existe nulle part, qui ne repose sur aucun test. La première sanction, la sanction de mesures conservatoires, je l'ai dénoncée. Ça repose sur l'article 55 de la loi organique. C'est le seul article de la loi organique qui permet au président de prendre une décision. On lui dit, article 55, je vais lire ça très rapidement. L'article 55, en cas d'urgence, voilà, en cas d'urgence, la HAC, qu'est-ce qu'elle fait? En cas d'urgence, je viens et de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi, c'est-à-dire la loi organique dont je suis en train de parler, le président de la haute autorité de l'audiovisuel peut ordonner à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité et d'en supprimer les effets. Et l'article se termine ainsi, sa décision est immédiatement exécutoire. Et on termine encore, il peut prendre même d'office toute mesure conservatoire. J'ai dit à l'occasion de la prise, le président de la HAC a utilisé l'article 55 3 fois. Une première fois contre le matinal, et j'ai dénoncé ça. Une deuxième fois contre un journal qui s'appelle Audace Info, et c'est la troisième fois. Sinon, lorsque un journal est convaincu de l'article conservatoire, vous parlez de cette HAC-là. De cette HAC. Les anciennes HAC n'ont jamais utilisé l'article 55 pour frapper il a eu la le presse. cas de Cap FM. Non, ça c'est la presse audiovisuelle. Bien sûr. Je dis que ça concerne l'audiovisuel. Si vous lisez tous les articles concernant la loi organique, vous verrez que, en fait, ce qui était visé à l'époque, en 1997, lorsqu'on avait pris la loi, c'était l'audiovisuel qui venait d'arriver. C'est-à-dire les télévisions privées venaient d'arriver, il fallait prendre des mesures pour encadrer. Et la plupart des articles ont été concentrés et ont été consacrés à l'audiovisuel. Alors, qu'est-ce qui est important de dire ici? C'est que l'article 55 a été utilisé, et je l'ai dit sur plusieurs chaînes avant. Lorsque une radio est en train de faire une déclaration, par exemple, dans le sens d'appeler les gens à la révolte, le président de la HAC, il n'a pas besoin de voir les conseillers, il arrête. C'est ça comment on appelle l'esprit. En cas d'urgence et de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi, le président de la haute autorité de l'audiovisuel peut ordonner à la personne qui en est responsable. Qu'est-ce qu'on a fait pour moi? On a recensé les articles à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Et on dit
vous êtes singularisé par des propos outrageants et attentatoires à la vie privée du chef de l'État. Et je lis, c'est des citations. J'ai contesté cela, même à l'audition publique. On me dit que je n'ai pas présenté les arguments. Je vais vous dire comment ils ont motivé la décision tout à l'heure. On me dit que je n'ai pas présenté les arguments suffisants et que je me suis excusé. Je parlerai de l'excuse. Donc, même à l'audition publique, j'ai dit que lorsqu'on fait un extrait, on extrait un texte, un passage de son contexte, on n'a plus le même sens. Les phrases n'ont plus le même sens. Donc, ils ont parlé de champ lexical. J'ai dit que le champ lexical est contenu dans un champ sémantique et que l'ensemble forme le sens. J'ai tout expliqué. Et j'ai dit que les textes qui sont qu'on a incriminés, ce sont des textes d'opinion. Ce sont les opinions exprimées par un citoyen qui se trouve être un professeur d'université. C'est vrai que c'est des propos durs, mais ce sont des propos qui sont des opinions de la personne. Si j'étais allé au tribunal comme le prescrit la loi, moi je crois que le juge va m'interroger et je vais faire valoir ma bonne foi en publiant ces textes. Mais voilà, on a utilisé l'article 55 et on a pris une mesure conservatoire qui a duré 2 mois. C'est illégal. Je dis que la HAC est dans l'illégalité parce que dès qu'ils ont pris la mesure, le président de la HAC a dit sur une des radios privées ici, que je ne vais pas citer, que la mesure va durer 1 mois. Et après, la plénière va se réunir. Figurez-vous. Elle a duré 2 mois. Elle a duré 2 mois. En violation. Parce que lorsque, je vous ai dit tantôt, lorsque ce test, le président de la HAC a pris pour la première fois la mesure conservatoire, contre le matinal, les conseillers se sont réunis. Et c'est en février 2016. J'ai écouté une de vos émissions, vous avez fait allusion à ça. J'ai le test, la décision que les conseillers, l'ensemble des conseillers ont prise le 26 février 2016. Ils ont dit que la mesure conservatoire adressée à un journal est quelque chose de très grave. Que le président, regardez, en article 2, en cas de recours à la mesure conservatoire conformément aux dispositions de l'article 55, c'est ce que les conseillers écrits, du 21 août 1992 relative à la HAC, le président en informe la plénière des conseillers dans un délai de 5 jours ouvrables au maximum. C'est-à-dire, après le cas matinal, les conseillers de la HAC se sont réunis pour dire désormais que le président utilise cet article 55 contre... Qui est un article très grave parce qu'il a suspendu un journal. Qui est une entreprise. Elle doit continuer à fonctionner. Les gens sont là, ils doivent avoir le salaire. On a des partenaires, on a des abonnés. Il faut répondre. Et de votre point de vue, pourquoi la même HAC n'a plus... non, ils savent, c'est eux seuls qui peuvent répondre. À l'époque, c'était sous le président, le régime précédent. C'était en février, je vous ai dit, 2016. C'est à la veille des élections de mars 2016 dont vous connaissez les résultats. Les mêmes conseillers qui ont fait ça se sont tus aujourd'hui. Ils n'en ont plus parlé. Mais on a déjà dépassé cette étape. Parce qu'ils ont mis 2 mois au lieu de mettre 5 jours. Et s'ils avaient réuni la plénière, mon cas aurait été déjà réglé à cette occasion. Vincent Folli, on aurait pensé que, disons, à la séance de l'édition publique, vous avez dû aggraver votre cas pour en aboutir, en arriver donc à cette sanction. Mais non, qu'est-ce que j'ai aggravé? Écoutez, ça faisait 2 mois, c'était très long. J'ai reçu beaucoup de pression. Je voulais faire cette conférence de presse après 1 mois, après 3 semaines. On m'a dit non, laisse, ça va se faire, ça va se régler. La HAC va lever la sanction, le président l'a promis. Et puis, ça faisait 2 mois. Les employés, je les regarde. Les charges locatives, les charges d'électricité et d'eau sont là. Je n'ai plus de publicité. Les partenaires sont partis. Les abonnés, je ne leur fournis plus le journal. Et c'est pourquoi j'ai fait un numéro le jour même où on nous a suspendus. Ils m'ont demandé pourquoi j'ai fait ce numéro. Je leur ai dit de se mettre à ma place au cours de l'audition de ce qu'on appelle l'instruction. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout le monde m'a conseillé, écoutez, fais profil bas, ne dis rien, présente des excuses même s'il le faut, et fais une amende honorable. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu cette attitude tout à fait responsable. Qui peut me le reprocher? Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était une manière de m'obliger à donner ma position. Lorsque un des conseillers que je revois encore dans la salle, qui me dit, monsieur Folli, vous avez présenté des excuses de manière plate, on ne peut pas accepter ça, allez-y, qu'est-ce que vous voulez même dire
qu'est-ce que vous présentez des excuses au chef de l'État? Et j'ai dû dire exactement ce que j'ai dit. Je dis à haute et intelligible voix que si le président se sent blessé, que je lui présente les excuses. Je présente des excuses au président de la Hague qui a dit que les lettres de recours que j'ai envoyées avaient un caractère aussi injurieux. Et je lui ai dit, je présente les excuses. Mais sur le fond, j'ai défendu la thèse que un test comme ça ne peut pas être entré. S'il y a des injures, ce n'est pas à la HAC de sanctionner. J'étais convaincu que la HAC ne ferait plus rien et qu'ils allaient accepter mes excuses. Mais ils ont pris d'abord deux décisions. Une décision bizarre qu'ils ont appelée portant levée de mesures conservatoires. Et moi, j'ai cru que c'était terminé. Et après, la dernière décision, la toute dernière, qu'ils ont appelée mesure d'interdiction. Et c'est là où il y a le drame. Parce que cette mesure, si la première est tout à fait normale, à savoir, ils auraient pu mettre ça sur la même décision. Mais ils ont décidé de dire, voilà, ils ont levé la mesure conservatoire. Question de forme. Question de forme, mais ils auraient pu mettre ça dans le même truc. Les juristes pourront vous le dire mieux que moi. Maintenant, ils prennent une décision d'interdiction. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui leur donne le droit de prendre cette décision? Mon cher ami, mon cher Virgile, il n'y a aucun test qui le dit. Et leur embarras a été prouvé dans les articles de condamnation, lorsqu'ils veulent énoncer. Considérant, ils ont dit, il n'y a que deux considérants, que le journal La Nouvelle Tribune s'est éloigné de sa mission sociale d'information et d'éducation des masses en proférant des injures contre le chef de l'État sur plusieurs parutions. Le journal s'est éloigné de sa mission sociale. Moi, La Nouvelle Tribune. Qui peut dire que mon journal s'est éloigné de sa mission sociale? J'ai toujours été, ceux qui sont au pouvoir, je les regarde aujourd'hui, excuse-moi Virgile, de dire les choses profondément. Depuis 17 ans que je fais ce journal, je n'ai jamais été condamné par le tribunal. J'ai toujours fait la part des choses en présentant l'information de manière plurielle. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont bénéficié de ce que la Nouvelle Tribune a pu faire lorsque nous critiquions les pratiques du régime du président Yahi. Ils ont, à l'époque, certains me félicitaient. Et je les revois aujourd'hui, ceux qui étaient partis de la société civile, ils ont profité. Lorsque le président même actuel a été enfermé de manière tout à fait illégale au commissariat central, mais j'étais là. J'étais encore là lorsqu'on l'a conduit au tribunal. Mais j'ai fait la même chose quand ils sont venus au pouvoir, lorsque Léadi s'est retrouvé dans les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé, et on m'a accusé d'avoir encouragé quelqu'un à ne pas respecter. Mais c'est la même méthode. C'est dit que la Nouvelle Tribune est toujours là pour informer. Donc je suis étonné qu'on puisse dire que moi, je me suis éloigné du caractère social. Comment ils peuvent le dire? Ensuite, oui. Considérant que, reçu en audition ce jour devant la plénière, le directeur de publication n'a pas pu justifier ces allégations. Les conseillers étaient là, j'ai parlé des tests, j'ai parlé du champ lexical, du champ sémantique, et de ne pas faire une extraction. Ils auraient pu dire que je ne les aurais pas convaincus. Ils ont dit que je n'ai présenté, n'a pas pu justifier ces allégations. Comment je n'ai pas pu justifier? Dans mes recours, j'ai dit la même chose, j'ai été constant. Dans le recours gracieux que j'ai envoyé au président de la HAC, j'ai été constant en disant que les tests ont été extraits, que ce sont des opinions. Alors, comment peut-on justifier encore? Et on dit, il a présenté des excuses au chef de l'État au collège des conseils. Donc, c'était une stratégie pour m'avoir. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Obtenir de moi votre aveu. Mes aveux. C'est ce que j'ai appelé extorsion d'aveux. Extorsion. Ils l'ont fait pour justifier ce qu'ils ont fait. Mais alors, oui, quand ils l'ont fait, décide. Voilà ce qu'ils ont dit. Le jour-là, la Nouvelle Tribune interdit l'apparition en imprimé et en ligne, ou en ligne, disent-ils, jusqu'à nouvel ordre. Justement, c'est ce que j'allais évoquer. Ce qui a changé, donc, c'est cette interdiction désormais de parution en ligne. Et également, est-ce que ce n'est pas ce qui a hérité la HAC en réalité, pendant cette suspension pour mesures conservatoires? Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir continué à apparaître en ligne? Est-ce qu'ils l'avaient dit dans leur décision? Dans l'article 55 qu'ils ont voulu, ils n'ont pas dit. Mais aujourd'hui, ils l'ont dit, et je suis surpris. Mais ils ne l'ont motivé par aucune disposition de la HAC. Et j'ai dit au cours de ma conférence que la HAC est hors la loi.
ce n'est pas, j'ai dit encore que ce n'est pas une injure. C'est simplement pour dire qu'elle n'a aucune disposition en son sein qui lui permet de faire ça. Et là, aujourd'hui, je dis à tous mes confrères, ils n'ont qu'à lire l'arrêt rendu par l'ordonnance de la Cour suprême en référé. Au sujet du Béninois libéré. Que j'avais défendu à l'époque. Je me souviens, je l'ai toujours dit au cours d'une émission où j'étais avec tous les gourous de la presse privée. Ils étaient tous devant moi et j'étais le seul à dire qu'un journal, on ne peut pas l'interdire. Et c'est ce que la Cour suprême l'a dit près de 7 ans après. Une perte de temps inutile. Et aujourd'hui, la HAC qui a été, à qui on a fait notification de cette décision, ne devrait pas prendre une sanction de ce genre. Et surtout une sanction avec un terme indéfini. On dit jusqu'à nouvel ordre. Ça peut être jusqu'à quoi? Demain, après-demain, dans 2 ans, à la fin du mandat du président Talon, est-ce que c'est ça? On ne précise rien. Je ne vous pose plus la question. Vous avez dû commencer par déjà emprunter les mêmes routes que Béninois libéré. Non, je ne vous dirai pas ce que je fais, parce que ici c'est une radio et je suis obligé de me défendre. Et vous comprendrez que je me défends. Mais je vais vous dire... Mais vous allez vous faire justice, vous allez demander que la justice... Ah ben certainement, nous sommes encore dans un état de droit, à moins qu'on me dise que nous sommes dans un état de non-droit, ou une république bananière, où un organe administratif peut prendre une décision en dehors de la justice. Parce qu'au moins la justice, j'ai un avocat, il plaidera ma cause, et moi j'ai ma bonne foi à plaider. Mais ici, il n'y a rien. L'audition publique n'est pas un tribunal. Et c'est pas durer encore 7 ans, comme la Béninois. Ah ben moi je ne crois pas. S'il y a un état de droit, ça ne va pas durer 7 ans, cher ami. Hein? La Cour a bien clarifié, qui a dit dans un de ses considérants, le dernier considérant, que dans ces conditions énumérées, le juge devra s'interroger également sur l'existence d'échelles de sanctions applicables aux acteurs de la presse reprochables de fautes professionnelles ou disciplinaires. La HAC se base sur la loi organique. Mais dans la loi organique, avant de voir l'article 52 qui parle de l'article 55 que le président a utilisé, il y a le titre 6 qui parle de la discipline et des sanctions. Et les textes de la HAC sont clairs. La haute autorité, l'article 40, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication statue comme conseil de discipline en matière de presse et de communication, sans préjudice des dispositions du statut général de la fonction publique. Ça, c'est pour les fonctionnaires. Maintenant, il y a eu un article 41, 42 et l'article 43. Les sanctions applicables ainsi que la procédure en matière disciplinaire sont fixées par la loi. Virgile, à ce jour, cette loi n'existe pas. La loi n'existe pas. Et la Cour suprême, dans sa décision, a fait allusion en disant, considérant que dans ces conditions, considérant, voilà, il dit, dans ces conditions, le juge devra s'interroger également sur l'existence d'échelles de sanctions applicables aux acteurs de la presse reprochables de fautes professionnelles ou disciplinaires. Il n'y a aucune sanction. En fait, l'inexistence de cette sanction. Et la Cour suprême a dit que la HAC n'a pas compétence pour interdire un journal. Ça a été clair. C'était déjà la conclusion. La conclusion, au cas de Béninois libéré. Ils ne se sont même pas penchés sur le fond. Comme vous le savez, les décisions de la Cour constitutionnelle nous ont habitués à ça. Voilà, quand dans la forme, on n'a pas respecté, on dit il n'y a même pas lieu de s'attarder d'aller au fond. Mais ici, la Cour suprême va juger du fond de l'affaire. Mais il a dit il y a tellement d'irrégularités. La première irrégularité, c'est qu'il n'y a pas de sanction prévue par la HAC, par les tests. Aucune sanction. Donc, celles qu'ils ont prises il y a quelques années contre le Béninois libéré étaient illégales. La Cour a simplement suspendu la décision d'interdiction de Béninois libéré. Et Béninois libéré a commencé par paraître. Comment des gens qui ont reçu une notification de cette décision peuvent prendre aujourd'hui la décision bizarre de dire que le journal est interdit de parution jusqu'à nouvel ordre? On n'a pas dit dans 1 mois, 2 mois, on a dit jusqu'à nouvel ordre. Dans quel pays on donne une sanction à quelqu'un jusqu'à nouvel ordre? Est-ce qu'on peut mettre à quelqu'un en prison jusqu'à nouvel ordre? On lui fixe 5 ans, mais Tognon a eu 5 ans. Et avant ça, on le faisait tourner. Mais moi alors, on me dit jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que je suis presque en détention provisoire
comme les prisonniers politiques qu'on refuse de reconnaître. Je suis en détention provisoire en attendant qu'un jour, quelqu'un bien, la HAC se décide de relever le truc. Mais sur quelle base ils ont fait ça? Alors que la loi dit clairement, la nouvelle loi, le code de déontologie, le code qui régit l'information et la presse, donne un rôle spécifique à la... Les constituants ne sont pas, les législateurs ne sont pas fous. Ils ont de la logique dans leur texte. Il y a l'article 58 qui dit que le rôle de la HAC est clair. Est clair le rôle de la HAC. L'article 58 dit que le président, la présentation... Non, et je me trompe d'article. Oui. Et je trouverai l'article, mais c'est un article qui dit que le président, la HAC, recense les infractions commises contre la déontologie ou les infractions pénales et il les transmet au procureur qui engage l'action. Et vous savez, dans notre loi, ce n'est pas la HAC de prendre des sanctions. La loi ne lui donne pas l'autorisation. Et je prie tout le monde de lire le code de déontologie, de lire la loi organique et on trouvera que le juge seul a le droit de sanctionner, de suspendre un journal. Mais il le fait pour 3 mois. C'est écrit, noir sur blanc. C'était déjà la même décision dans la loi la plus sévère qu'on ait jamais eue, la loi 72 de 1960. Celle-là qui régissait la presse écrite. Cette loi disait déjà que le juge peut suspendre un journal pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois, il est contraint de payer. Mais c'est une sanction extrêmement grave que personne, aucun juge n'a prise jusqu'à présent. Et cette autorisation que donne le code, elle est claire. C'est le juge. Ce n'est pas les gens de la HAC. Donc, mon intervention à ma conférence de presse avait pour but de dire que la HAC sort de son rôle en prenant des sanctions contre la presse écrite. Elle est fondée à prendre des sanctions parce que c'est prévu dans la loi organique. Parce qu'il y a des faits de l'immédiateté. Des faits de l'immédiateté. Vous avez votre convention que vous signez, vous avez des cahiers de charges. Lorsque vous ne respectez pas, la HAC a le droit. Je vous ai dit que la loi organique a été constituée essentiellement dans le sens de régir la presse audiovisuelle. Et aujourd'hui, très rapidement, qu'est-ce qui a changé à la Nouvelle Tribune? Le journal a fermé. Tout le monde est à la maison en attendant. Comment je peux fermer? Je suis un homme, je me bats. Ils savent. Les journalistes sont là, à ma disposition. Ils font quoi? Ils viennent et nous faisons ce que nous devons faire. Nous recherchons l'information et nous la diffusons. Vous diffusez ça qui, par quel canal? Par les canaux que vous connaissez, monsieur Virgile. Mais ce n'est pas ça qui est important. Comment pourrais-je fermer? Comment pourrais-je fermer alors que j'ai des accords de partenariat? Est-ce que là, vous n'avez pas volontairement cherché ou fait le choix de tenir tête à la HAC? Mais non, à la conférence de presse, un ami journaliste d'un certain âge, il est arrivé de Paris, il m'a dit, écoutez, chez nous, c'est un test inapplicable. Et il m'a demandé, Vincent, ouvre ton journal le lendemain, parce que ce n'est pas une décision de justice. Et je lui ai répondu au cours de la conférence que je ne ferai pas ça. Parce que je respecte les lois, même mal appliquées. Et si c'est le Bénin, c'est pas Paris. Oui, c'est le Bénin, mais le Bénin doit se conformer. C'est pas une république bananière. Je crois que ceux qui dirigent le pays ne pourront pas dire que notre pays est une république bananière. Mais en faisant prendre par la HAC une sanction extrajudiciaire, notre État se comporte comme une république bananière. Donc, vous voulez savoir ce que mes journalistes font? On est en train de les démobiliser. Je suis au courant de tout ce qui se trame. Mais parfois, par jalousie, par envie. Parce que mon site, c'est le meilleur site. Et c'est reconnu par Google comme le meilleur site d'information sur le Bénin. Nous ne sommes devancés que par les sites du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Parce que le chiffre de la population de nos lecteurs même est là. Mais le site est reconnu aujourd'hui. Bon, certains confrères peuvent être contents parce que la Nouvelle Tribune a disparu. Mais nous n'avons pas disparu. Il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre et ils se disent, bon, c'est bon, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui m'arrive aujourd'hui, moi qui ai toujours lutté pour une information plurielle et dont ceux qui sont au pouvoir actuellement ont bénéficié et ils l'ont reconnu, vous, la Nouvelle Tribune, vous êtes un journal équilibré. Aujourd'hui, ceux d'en face me disent, ils ne savaient même pas que j'étais un journal comme ça. Parce que je fais l'information comme je le faisais, mais eux ils croyaient que je les critiquais. Je parle de ceux du régime précédent.
Donc, aujourd'hui, je suis très à l'aise pour dire que je ne peux pas laisser mes journalistes en rade. Ceux qui me sont fidèles, et ils sont là, et nous travaillons à ce que l'information soit véhiculée. Vous savez, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Mais nous nous préparons pour une contre-offensive à la mesure de la sanction qu'ils ont prise. Une contre-offensive judiciaire? Non, Virgile, ne me fais pas dire ce que je ne veux pas dire. Non, mais écoutez, quand vous parlez de nous sommes dans un pays la guerre au Bénin, qui n'est plus tout à fait normal. Regardez votre radio. J'espère que les auditeurs de tout le pays m'entendent. J'espère que ceux de Cotonou m'entendent aussi et que ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'extérieur. Vous savez ce qui se passe sur votre radio. Et vous savez, dans notre pays, et je suis au regret de le dire, personne ne veut plus parler directement. Sur le téléphone, nous ne sommes pas en sécurité. Même les ministres qui étaient mes amis n'osent plus m'appeler par le téléphone. Certains m'appellent sur WhatsApp. Est-ce que c'est normal? Nous sommes dans notre pays. Comment je peux comploter contre le régime? Est-ce que j'aspire à prendre le pouvoir? Mon rôle, c'est d'informer. Et je crois que je joue ce rôle le plus tranquillement possible. Et on devrait nous laisser. Donc, dans cette atmosphère-là, ne me dites pas de livrer tous mes secrets d'alcôve, cher ami. Ben, l'actualité continue sans vous, Vincent Folly, et la tribune. On peut en parler. Ben, bien sûr, mais sans nous, je ne suis pas interdit de journalisme, comme on l'a fait pour les journaux. Peut-être que demain, ils vont prendre une sanction, mais c'est une sanction qui ne tiendra pas, parce que ça n'existe nulle part, et la Cour suprême leur a démontré ça. Alors, cet exercice, on va le faire, mon cher ami. L'actualité continue sans vous, disais-je, donc le code électoral, en tout cas celui-là qui doit régir les élections à venir, est en gestation à l'Assemblée nationale, je le disais aussi. Ben, cette caution pour la présidentielle est désormais fixée, selon la commission des lois, à 250 millions de francs CFA pour le chef de l'État, 200 millions pour une liste aux prochaines législatives. Quelle est votre appréciation? Avant de venir à la question, j'ai beaucoup lu ces derniers temps et j'ai lu le code électoral qui a été adopté seulement en 2013. Pourquoi en sommes-nous venus à un code électoral? Parce que les lois étaient changées à chaque début d'élection et le législateur a décidé à juste raison de revoir tout ça et de faire en sorte qu'on ait une loi unique. Et on a adopté le code il y a 5 ans. Et voilà, on est encore en train de modifier. Alors, je vais vous dire, ce que la presse a présenté la dernière fois, c'est une sorte d'amalgame. J'ai vu... Oui, un de nos confrères a dit, voici l'intégralité du nouveau code électoral. Et lorsque vous allez sur la page, vous lisez simplement que c'est le projet de charte, c'est la charte des partis, la loi 2018-23 portant charte des partis qui a été adoptée en commission. Le code électoral, c'est un document très lourd. Ici, j'ai l'ancien code. Le nouveau, je l'ai reçu aussi en format papier et nous étions en train de l'étudier. Tout le code. Le code compose, l'ancien code se compose de 5 livres. On a le livre premier jusqu'au livre 5, je crois, si je ne m'abuse. Bien sûr, et chaque livre est une loi. En fait. Est une loi. Et on a ajouté dans le code de 2013, il y a 5 ans seulement, on a ajouté, c'est à la dernière partie, la loi de 21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques. C'est cette charte seulement que la commission a étudiée. Donc, on fait diversion. La charte a été étudiée et envoyée en plénière. Adoptée en commission, mais pas encore adoptée en plénière. La charte est adoptée en plénière. C'est le code électoral maintenant qui est adopté en commission en attendant l'étape. Là, c'est extrêmement grave. Si c'est ce que j'ai lu là, qui est adopté en plénière, moi, je ne crois pas. Je voudrais parler sous le contrôle des hommes de droit. Fixez le micro, s'il vous plaît. Oui. L'Assemblée a délibéré, adopté en sa séance du 26 juillet la loi dont la teneur suit. Et ça se termine par une signature de... Moi, je ne crois pas que... à moins je parle sous leur contrôle. La charte, vous dites que la charte a été adoptée. Bien sûr, la charte des partis politiques. Et donc, c'est le code électoral. Qui reste maintenant. Voilà. Ils ont dit l'intégralité du nouveau code électoral. L'intégralité ne peut même pas tenir dans un journal de 12 pages, ni de 16 pages, ni de 14 pages. C'est très lourd, comme vous venez de le voir ici. En fait, ce sont les... Mais ce que j'ai compris, c'est que le rapport de la commission a été adopté.
par la commission. Le rapport a été adopté. C'est ce que je lis pour le code dans les journaux sortis, pour le code électoral. Bien sûr. Et on a présenté ce qu'on a appelé les innovations. Mais dans la charte des partis, il y a des choses extrêmement graves. Figurez-vous. Puisque vous voulez qu'on parle de la charte, parlons-en d'abord. Oui, parlons de la charte et vous verrez. La charte, l'ancienne charte comporte 50... Quels sont ces éléments graves? Oui, j'en viens. L'ancienne charte comprend 57 articles. La nouvelle, 58. En fait, vous allez dire qu'ils n'ont rien changé. Le problème est où? Mais c'est faux. On a refondu des articles. On a bouleversé l'ordre. On les a positionnés là où c'est au début, ça se retrouve à la fin. C'est un problème de forme, c'est cela? Ce n'est pas qu'un problème de forme. Ce qui est fondamental qu'il faut retenir, je crois que les partis doivent se réveiller. On ne fait plus allusion aux alliances de partis, ni aux groupes de partis. Dans la nouvelle charte. Dans l'ancienne charte, à l'article 6, une alliance de partis est constituée de 2 ou de plusieurs partis politiques qui concluent un accord en vue d'atteindre un objectif politique. Un groupe de partis politiques est constitué de 2 ou 3 partis ou de plusieurs partis politiques qui décident de mener conjointement une ou des actions ponctuelles. En fait, qu'est-ce qui se passait dans notre pays? À chaque élection, des alliances se créent, puisque les gens étaient sûrs qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections, que ce soit législatives ou les élections présidentielles. En fait, on fait des alliances. Aujourd'hui, avec le nouveau code, c'est interdit. On parle de partis politiques. Mais je dis c'est une supercherie. Pourquoi? Comment? C'est une supercherie parce que dans le camp de ceux qui soutiennent le gouvernement, on a dit que les partis forment des blocs. On a parlé, j'ai lu dans la presse pendant que j'étais interdit, on a parlé de blocs. Il y a deux blocs déjà. Il y a 2 blocs constitués aujourd'hui. Mais ces blocs, je vais vous dire, Virgile, ce sont des alliances de partis. Ça veut dire quoi? Que s'il y a un bloc qui va s'appeler UN, un bloc qui va s'appeler PRD, qui concentre, qui cristallise, j'allais dire, et qui est une constellation de partis qui prennent le nom de UN. Mais c'est quoi? C'est une alliance de partis. Oui, mais les partis n'existent pas dans leur entité primaire. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais c'est une supercherie. C'est pour empêcher, en tout cas, j'espère que je parle sous le contrôle des politologues et des juristes. Je pense que en faisant ça, le groupe de la majorité présidentielle se présente ainsi comme parti, les seuls partis existants. Or, ils forment des alliances en fait. Mais ils n'interdisent pas non plus que d'autres partis naissent. Voilà. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Les autres partis, j'ai vu FCBE, qui s'est transformé en parti. Et qui n'est pas encore enregistré au jour d'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas. Maintenant, de l'autre côté, on voit les forces politiques regroupées autour de ce qu'on appelle le FSP. En fait, il y a dans le FSP les FCBE, le Parti communiste du Bénin, les PLP, je crois que c'est ceux qui ils ne sont même pas parti politique, ça n'a rien à voir. Ils sont alliances. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle charte, ils ne sont pas autorisés. Ils ne sont même pas une alliance puisqu'ils ne sont pas enregistrés en tant que tels. Ben, d'accord. Vous vous rappelez cette polémique? D'accord, il y a eu cette polémique voulue et créée par les gens qui sont au pouvoir. En fait, on ne les autorise plus, on ne les autorisera pas demain à se présenter aux élections en tant qu'alliance. Ça n'existera pas. Ou bien, ils font tout ça, et vous savez, les communistes, les FCBE et le PLP, former un panier, ben, je ne sais pas comment ça va se débrouiller. Mais en fait, c'est une stratégie pour émietter les autres. C'est-à-dire que eux, ils ont constitué des blocs, qui sont en fait des alliances. Donc ils se sont dépêchés. Ils se sont dépêchés de créer ça, et laissant les autres dans une sorte de vide, et après, ils se retrouveront. Il y aura USL, il y aura FCBE. Qui n'a pas son récépissé aussi. Je ne sais pas. C'est vous qui m'informez. Il y aura le PCB. Donc, ayant quadrillé le territoire avec ce qu'ils appellent leur bloc, ils sont sûrs d'avoir, se pense-t-il, ils sont sûrs d'avoir une majorité de députés acquis à leur cause pour les législatives qui viennent dans quelques mois. Donc, c'est une supercherie pour empêcher les autres de faire alliance, comme ça c'est toujours fait, et pour se présenter comme les seules alliances qui sont capables de gagner
les voix qu'on réclame pour pouvoir être éligible à des sièges. Oui, mais est-ce que même si demain ces partis de l'opposition, comme vous entrevoyez, se mettaient donc ensemble pour constituer n'importe quel parti politique, est-ce que c'est pas l'électeur qui décide? Oui, c'est l'électeur qui décide. Mais ici, on fixe une loi qui est comme une camisole de force. C'est-à-dire, bon, vous formez alliance et eux, ils se sont dépêchés de se mettre en alliance et de dire qu'ils ne sont pas alliance, mais ils sont l'alliance n'existe plus. L'alliance n'existe plus. Dans le truc, on ne fait plus allusion à l'alliance. C'est parti politique. Donc, on oblige les autres à se regrouper et ils n'ont plus beaucoup de temps. Et je vous ai dit que ça ne sera pas facile de mettre USL, RCBE, les communistes ensemble. Je veux voir ce parti émerger. Mais ça sera grave. Alors qu'ils peuvent vous former. Mais pourquoi les contraindre? Nous sommes dans un régime de liberté qu'on permette aux gens de créer des alliances pour aller au pouvoir. Pourquoi veut-on empêcher les gens alors que eux, ils ont formé des alliances? Mais la loi vise à limiter un excès de liberté. C'est ce qu'on dit. Mais c'est faux. Mais en fait, la loi vise à exclure des gens. Et vous avez, on a parlé des mesures de quitus fiscal. Oui, qui peut se plaindre qu'on demande à un citoyen de payer ses impôts? Qui peut se plaindre? Personne. Mais alors, il faut que la loi traite les gens nommément. S'il y a des gens qui sont exemptés d'impôts, s'il y a des gens qui sont exemptés de taxes, vous voulez que les autres, à qui on donne des taxes très élevées, puissent être en règle? On a fait à dessein pour éliminer certains. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le quitus fiscal. Après le quitus fiscal, on a parlé encore d'une méthode d'exclusion. On a dit il faut maintenant 250 millions. Ça, c'est le code électoral, justement, prononcez-vous là-dessus. 250 millions. Oui, c'est pourquoi moi je crois qu'il faut lire tout le code électoral. Parce que dans le code. L'ancien ou le nouveau? Le nouveau, il faut que je vois les règles. Par exemple, les règles communes à toutes les élections en République de Bénin. Les règles communes, c'est-à-dire les règles applicables. Les règles générales. Les règles générales. Ensuite, les règles particulières au président de la République. Il faut qu'on les voit. Aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est cette opacité qui entoure la prise des lois, l'adoption des lois au Parlement. L'étude des lois à l'Assemblée. L'étude des lois à l'Assemblée. Nous avons été le journal qui s'est interrogé lorsque, dans la nuit où le PAG était présenté, le président de la République, oui, le programme d'action du gouvernement, le président de la République s'est rapproché du président de l'Assemblée et lui a presque murmuré à l'oreille: Monsieur le Président, je vous demande de voter les yeux fermés. Ça peut être une blague. Ben, c'est ce que, quand nous avions écrit que c'était suicidaire de parler comme ça, les journaux proches du pouvoir nous ont dit: mais pourquoi nous on cherche toujours la petite bête? Pourquoi les institutions ne peuvent pas s'entendre? Mais nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui, que des députés ont qualifié de vassalisation du pouvoir, c'est ce que nous voyons. C'est-à-dire cette capacité de faire des lois, de les adopter rapidement. En revenant sur la charte des partis, je vous dis, lorsque vous lisez, à part les alliances qui sont supprimées, on avait parlé à corps et à cri de financement public. Mais j'ai lu les articles sur le financement public. Mais dans l'ancienne loi, c'était clair. C'est-à-dire, si vous avez un nombre de députés, vous avez 5 millions. C'était clair. C'était très très clair ce qu'on doit payer aux partis. Non, cette fois-ci, ça a été dégagé de la charte. Et ça va être adopté avec une loi. Oui, c'est ce qu'on a dit. Oui. C'est ce qu'on a dit. Pourquoi on n'a pas inclus, comme on l'a fait dans l'ancienne charte, c'est-à-dire les partis politiques inscrits, l'ancienne charte, l'article 40, ayant au moins un député bénéficie d'une aide financière annuelle de l'État. Ça va être fait. Le montant de cette aide est fixé par décret pris en Conseil des ministres. En tout état de cause, cette aide ne peut être inférieure à 5 millions de francs par député élu. Est-ce que cette charte a été jamais appliquée? Moi, je veux savoir. Si. Chaque député recevait 5 millions, comme vous le dites. Mais on a dit que ça va être fixé, le montant est fixé par décret. Moi, je n'ai pas vu le décret. La répartition de cette aide se fera au prorata du nombre de députés obtenus par chaque parti politique. Au prorata des députés, la répartition sera... Ça, c'est l'ancienne charte. Oui. Dans la nouvelle charte qu'ils ont adoptée, on parle de financement public, mais on ne donne plus de précision. Vous croyez que c'est anodin? Ça a été dégagé pour être adopté, je vous le dis encore une fois, dans une autre loi spécifique. Oui, les lois spécifiques sont confectionnées sur mesure, vous le savez. Qu'est-ce qu'on dit? Financement public. L'article 38, donc, je vous ai dit qu'on a fondu tous les articles. Les partis politiques régulièrement constitués en activité
conformément aux dispositions de la présente loi, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État. L'article 39 dit « Les subventions de l'État aux partis politiques représentent l'aide destinée au financement des activités des partis politiques. Les conditions et modalités de répartition, c'est ça que vous dites, du financement public aux partis politiques sont déterminées par une loi spécifique. D'accord. C'est la prise de cette loi qui va se faire attendre et qu'on fera... Et qui va certainement se faire immédiatement. Ben, je ne crois pas. Pourquoi ne pas fixer? Puisque le président, dans son programme, avait déjà dit qu'il faut financer les partis. Et avant l'adoption du code, les gens disaient, ou plutôt le président, je crois avoir entendu le président dire une fois qu'il faut avoir un certain nombre de députés pour bénéficier de l'aide. Ça va être discuté au Parlement et adopté, la clé va être adoptée. J'espère que la clé sera adoptée. Mais je vous dis déjà que c'est un piège parce que demain, compte tenu du nombre que la majorité présidentielle et la majorité va avoir, ils vont certainement adopter. Il est très probable que ce soit donc cette législature qui va adopter cette loi spécifique. Non, cette spécifique. Bon, j'attends de voir. Mais vous savez, il y a d'autres innovations dont la presse ne parle pas dans ce code électoral. Vous savez que les partis peuvent avoir des financements, recevoir des financements dans l'ancienne charte, recevoir des financements comment on appelle, du privé, c'est-à-dire de ce qu'on appelle des personnes morales, des personnes physiques, et même des partis politiques étrangers ou internes. Mais dans la nouvelle charte, on a refusé. On a décidé de supprimer comment on appelle, le financement des partis étrangers. Par exemple, je donne un exemple, le Parti communiste du Bénin, qui est l'un des partis les plus riches, hein, on va dire, monsieur, le bleu. S'il veut avoir le financement du parti coréen, par exemple, il ne l'aura pas. Parce que c'est interdit par la loi. Et même il y a des peines qui sont prévues. Et le problème est où? Le problème est où? C'est que nos partis n'ont pas beaucoup de ressources. Les cotisations ne leur permettent pas. On a supprimé ça, alors que c'était dans l'ancienne charte. On a supprimé aussi l'apport de ce qu'on a appelé les personnes morales. C'est-à-dire qu'une société, par exemple, ne peut pas décider de financer un parti. Comme ça se voit ailleurs. Est-ce que c'est pas pour prévenir que Boko Haram ou je ne sais pas quoi nous finance demain? S'il n'y a pas Boko Haram, il y a autre chose. Pourquoi on interdirait, c'est-à-dire comment le parti qui s'appelle UN, par exemple, sera financé. Mais est-ce qu'il y a un problème lorsque l'État dit que c'est désormais lui qui va financer les partis politiques? Oui, mais cet argent que vous pouvez attendre des Coréens, ben moi, je vous le donne. Oui, il faut le donner vraiment et le fixer. Bon, vous avez dit que ce n'est pas une loi. Moi, j'attends de voir la loi, mais je me dis, c'est encore une astuce, une ruse du pouvoir pour permettre quelques gesticulations par la suite lorsqu'ils n'auront pas la majorité. La loi, les lois qu'on dit qu'on va prendre, je vous ai parlé de la loi sur les sanctions disciplinaires tout à l'heure de la HAC, qui n'a jamais été prise jusqu'à présent. Et pourtant, la loi, la HAC fonctionne et émet des sanctions. L'option du référendum, le chef de l'État a répondu finalement, il a dit non. Oui, il était obligé de répondre. Ah ben, pourquoi il était obligé? Ah ben, lui-même le sait, mais ce n'est pas la raison qu'il a avancée. C'est pas pour des raisons financières? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que le chef de l'État n'a jamais fait l'option, contrairement à ce qu'a dit un de ses collaborateurs sur une chaîne étrangère, que après le vote, là, que c'est le référendum qu'il visait. Les gens ont dit ça. Il y a un responsable qui a dit que le vote a échoué, mais que ce n'est pas un échec, que c'est ce qu'il vise, c'est le référendum. Avant que le chef d'État ne dise ce qu'il a dit là, à savoir qu'il ne veut pas aller au référendum. Vous savez le débat qui a eu lieu sur les réseaux sociaux et dans la presse à propos de ça, où des députés ont pris la parole, pas des moindres, hein, qui ont dit ils iront au référendum, ils vont gagner. Mais le chef d'État sait ce qui se passe dans le peuple, la population réelle. Il sait que s'il va à un référendum, il n'est pas sûr, parce qu'il faut mettre de grands moyens et ne pas... Or, les moyens, il les met déjà à la disposition des députés. Vous savez comment ça s'est passé, le vote de la loi? Vous le savez. Ah ben oui, mais on ne le sait pas, on ne le dira pas, parce qu'on va m'accuser de diffamation. Mais ça se sursure. C'est clair que le bloc de la majorité présidentielle n'est pas uni par une idéologie de défense des intérêts des populations. Chaque vote avait... Ah ben oui, avait son coût. Et la présidente Rosine Soglo avait ouvert une brèche
on aurait pu rentrer dedans pour savoir ce qui s'est passé. Comment se font les votes au Parlement. Aujourd'hui, on a des bruits, on a des rumeurs sur ce qui s'est passé. Donc le chef d'État compte sur sa petite majorité. Et il a le souci aussi. Majorité. Non, de sa majorité, mais il n'a pas la majorité qualifiée pour faire la révision au Parlement. Et il lui manque quelques 4 députés. Il s'est donné les moyens de les avoir, mais il ne les a pas eus. Je dis bien, il s'est donné les moyens. Comment on peut aller en prison, prendre le vote d'un député qui a été bastonné publiquement, et dont notre journal a parlé, qui a été bastonné, qui d'abord a été libéré. Vous étiez témoin? Moi, j'étais venu quelques minutes après la bastonnade. Et j'ai vu le député. Donc vous ne pouvez pas jurer qu'il a été bastonné? Non, je compte sur ces avocats qui ont dit ce qu'ils ont dit. Le député est parti ce jour-là sur une civière. Et j'ai été témoin. Je voulais prendre les photos. Vous pouvez sortir de ce studio en civière, il suffit de vous coucher, non? C'est trop facile, Virgile. Comment peut-on sortir en civière si on n'est pas civière? On l'a vu à l'hôpital. Moi, je suis allé à l'hôpital pour le voir. On ne pouvait pas le voir. Tout le monde peut se coucher à l'hôpital, Vincent. C'est possible que tout ça se soit simulé. Mais on lui a porté la main. Et ça, l'ancien ministre, qui est devenu maintenant président de la Cour constitutionnelle, avait dit, on fera des enquêtes pour savoir. Allez voir si une enquête a été diligentée pour savoir si le député a été, oui ou non, bastonné. Mais à ce jour, aucune enquête n'a été menée. Mais ailleurs, vous voyez ce qui se passe. L'affaire Benalla en France. Vous avez vu un garde du corps du chef de l'État qui se permet de bastonner les manifestants au cours d'une manifestation publique. Ici, ça n'a soulevé rien que le député ait été bastonné au vu au sou de tout le monde. Mais en France, vous voyez ce que ça a créé comme... Vous parlez de son vote qui a été... qu'on est allé chercher. On est allé chercher le vote de quelqu'un qui est... qui a été... Pour vous, c'est une incongruité. C'est une incongruité. On ne devrait pas, puisque on l'a présenté comme un criminel. Comme quelqu'un qui n'a pas le droit à l'existence. Sinon, on l'aurait laissé en liberté. Est-ce que c'est pas Atao qui est plus intelligent, plus malin? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. On comprendra un jour. Vous savez, il n'y a rien de caché sous le soleil, et surtout ce soleil d'Afrique, et on saura un jour ce qui s'est passé autour d'Atao. Moi, je suis allé en prison pour le voir, je n'ai pas pu l'avoir. Pourquoi? Mais écoutez, ce jour-là, on a dit qu'il n'était pas chaud là. Son avocat, qui aussi a reçu des coups, était à l'hôpital. Donc... c'est lui que j'ai pu voir, mais je n'ai pas pu voir le député. Oui, mais vous êtes allé le voir, pourquoi? C'est votre ami? Mais c'est mon travail. Je ne le connaissais pas, personnellement. Mais je vais voir comme je vois tout le monde. J'étais allé au commissariat pour voir Talon qui était dans le bureau de Moundéon, non? Mais je faisais ça. J'ai fait tout, c'est mon travail. Je cherche l'information là où il y en a. Et j'accompagne mes journalistes. Mais pour l'instant, vous ne savez pas l'information. Mais j'ai cherché, je n'ai pas eu. Mais ça ne veut pas dire que l'information n'existe pas. Non, je veux dire, votre journal est fermé. Pourquoi vous êtes aussi actif? Ah ben, pourquoi je vais rester là? Je n'ai pas d'autre métier. Par le passé, il y a un siècle, j'étais enseignant. Mais aujourd'hui, c'est le seul métier que je connais et que je pratique. Pour beaucoup, cette demande ou cette nouvelle demande de levée d'immunité, ça va dans la droite ligne de ce que vous évoquiez. Mais bien sûr. Mais pourquoi on n'a pas levé l'immunité de Garba Yaya dès le début du régime, lorsque on a constaté que les concours étaient frauduleux? J'ai suivi cette affaire que le syndicaliste Métonnion a dirigé de main de maître jusqu'à ce qu'on ait pris on l'ait pris dans cette affaire dite de commission. Mais les commissions pour pour les concours frauduleux ont été réunies. Je vous assure que une seule avait terminé ses travaux. Une seule commission. Celle, je crois, des concours, si je ne m'abuse, Eh ben, on n'a pas épluché. Et dès qu'on a eu les résultats, on a dit aux autres commissions d'arrêter. Et c'est comme ça que dans ces conditions, on n'est pas allé au fond, de l'affaire. On aurait pu arrêter Garba Yaya à l'époque. Parce que lui, au moins, on l'avait vu, il avait nargué les gens. Moi, je l'ai vu au cours du débat qu'il a eu avec Métonnion, où il disait qu'il n'y a pas eu fraude, que les gens vont prendre service. Il a menacé.
Mais Gabaya, on aurait pu le faire. Pourquoi on ne l'a pas fait? Est-ce que la majorité était réunie à l'Assemblée? Parce que moi, je ne sais pas. Il faut aussi une arithmétique à l'Assemblée. Eh bien, il faut une arithmétique, oui. Elle s'est réunie rapidement, oui. C'est vrai que c'est toujours d'opportunité qu'on prend les tests ici. C'est-à-dire, Gabaya, on ne l'a pas poursuivi à une certaine époque parce que ça n'arrangeait pas. Et le cas Kodio Simplice? Ah, vous savez, vous pouvez parler de Kodio Simplice. Et son affaire avait défrayé la chronique, à savoir qu'il a détourné les primes des policiers. On avait cru que cette affaire c'était assez. Mais on ressuscite ça. À quelle faveur? À la faveur d'une intervention qu'il aurait faite à l'Assemblée. Vous savez ce qu'il a dit à l'Assemblée par rapport au président de... Non, mais je ne vais pas vous rappeler ça. Par rapport au président de l'Assemblée. De l'Assemblée. Il a interpellé, le président de l'Assemblée lui a répondu en parlant de son passé, d'exilé, et qu'il n'avait pas de leçon à recevoir des gens. 2 jours après, on interpelle le ministre, l'ancien ministre, oui. Avant les auditeurs, comment vous voyez, vous envisagez les prochaines législatives? Mais je suis un observateur de la vie politique. C'est très difficile. Notre pays n'est pas prévisible. Nous ne sommes pas un pays normal. Regardez dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous avez le Togo, vous avez le Sénégal. Dans ces 3 pays-là, il existe des partis bien constitués. Dans mon pays, il n'y en a pas. Dans mon pays, il n'y en a pas. Des partis se créent encore aujourd'hui qui n'envisagent même pas de prendre le pouvoir. Moi, j'ai vu le parti de quelqu'un que je ne veux pas nommer. Il est venu pour aider le PAG. C'est quel parti ça? Quand on forme un parti, c'est pour prendre le pouvoir. Aucun des partis qui se forment, les mouvements qui se forment, n'a pour objectif de prendre le pouvoir. On dit qu'on veut aider le PAG. Quelle est cette vision-là? Au Togo, vous avez les forces de l'opposition connues, avec un parti comme le parti de Fabre, Jean-Pierre Fabre, avec celui qu'a créé Achadam, qui donne des sueurs froides au gouvernement, c'est-à-dire le parti qui est aujourd'hui, qui a permis aux Togolais de faire le bon chemin. Vous avez de l'autre côté le parti présidentiel qui est connu, qui était RPT, qui est devenu UNI. Mais vous allez au Sénégal, vous avez des partis. Vous allez en Côte d'Ivoire, là, n'en parlons plus. Mais chez nous, il n'y a aucun parti n'a pu prendre le pouvoir depuis 1990. Mais c'est ce que semble régler les nouvelles lois. Non, ça ne sera pas. La charte des partis politiques. Non, les partis que vous voyez là sont encore des clubs électoraux. Alors je vous repose la question. Oui, ce sont des clubs électoraux. Et donc, comme je ne peux pas prévoir, je n'ai pas une boule de cristal pour savoir ce que ça va donner, le président lui-même ne peut pas être assuré qu'il aura cette majorité qui lui permettra de réviser la Constitution de fond en comble, comme il en a l'intention. Il ne peut être assuré de rien. Nous allons voir ce qui va se passer sur le terrain. Et vous avez vu que vous n'avez pas répondu. Vous ne savez si c'est l'opposition ou le pouvoir qui va gagner les prochaines législatives. Je ne peux pas le dire, puisque je ne vois pas dans l'opposition des gens s'organiser de manière visible. Ils ne peuvent pas le faire. Et si l'opposition était en train de prendre son temps pour réunir ses moyens? Oui, ils ont raison, parce que le pouvoir est tellement organisé. Il a toute la communication, il a la presse. L'ensemble de la presse dit à peu près la même chose aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on a fait l'embargo. On a mis un embargo sur l'information concernant la Nouvelle Tribune. Parce qu'on ne veut pas qu'on en parle. Mais c'est ainsi que le pouvoir a la main sur toute la presse. C'est-à-dire les télévisions. On peut les citer. Hein? La presse écrite. On peut les citer. Mais quel est le journal qui aujourd'hui défend des thèses? Il y a quelques-uns, je ne veux pas leur faire injure, qui se battent, et je le constate. Mais nous, notre absence, ça se ressent aujourd'hui. Et ces nouvelles tribunes allaient se fondre dans les rédactions qui existent, qui font déjà le combat, comme vous dites? Non, je n'ai pas à me fondre dans une rédaction, puisque je connais les tendances des rédactions. Vous n'allez pas me demander. J'étais le seul à avoir refusé cet argent de soumission que j'ai obtenu. Je n'ai pas demandé. Quand ils sont venus, moi je dis, depuis 17 ans, je n'ai jamais eu le contrat de Kérékou. Kérékou en a fait. Je n'ai jamais eu le contrat de Yahi. Mais ceux ici sont venus et ils m'ont proposé. J'ai dit oui. Pourquoi vous avez accepté? Mais j'ai accepté parce que j'ai dit, mais finalement j'ai été contre tout le temps. C'est l'argent public, c'est notre argent. Et je ne vais pas vous dire comment cet argent a été donné pendant les 3 mois que j'ai pris. Je ne vais pas vous dire. Est-ce que ce n'est pas finalement ça qui vous a amené malheur?
Moi, je ne sais pas. Mais il ne faut pas qu'on dise que c'est parce qu'on m'a coupé ça. On reproche justement de prendre cet argent-là et pourtant de ne pas suivre la Oui, non, quelle ligne? Ce contrat n'était pas écrit, mon cher Virgile. C'était pas écrit. Je leur ai demandé s'il y avait un test, ils m'ont dit non. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, moi, j'étais arrivé à l'idée que on peut aider un gouvernement à avoir une certaine visibilité. Je peux donner de la visibilité à certaines actions du gouvernement et pour cela, on me paye. C'est ce qu'on appelle la communication. Mais ce qui se passait, ce n'était pas ça. Ce qui se passait, ce n'était pas ça. On nous demandait spécifiquement de faire un certain nombre de choses. Moi, j'ai refusé. Et j'ai voulu faire le journal tel que je le faisais du temps où ils étaient dans une certaine opposition. Et si c'est ça qui m'a valu, mais qu'on ne me dise pas. Et j'ai entendu des gens le dire, que lorsqu'on a coupé le contrat à Nouvelle Tribune, il s'est fâché. C'est faux. C'est le contraire. Pendant que je prenais l'argent, j'ai dit que je ne peux pas cesser de faire le journal tel qu'on nous l'a appris, à savoir respecter la déontologie. On ne peut pas accuser tel membre de l'opposition sans preuve. Si on le fait, on signe le document. Je leur ai demandé de signer les documents qu'ils m'envoyaient. Ils ont refusé, que je dois signer ça par la rédaction. Si quelqu'un en doute, qu'il fasse un débat avec moi. Mais tout ça, c'est superflu. C'est dérisoire. Cette émission, c'est aussi avec les auditeurs qui peuvent nous appeler. Les numéros, vous les connaissez déjà. 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Nous avons notre tout premier auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour Virgile. Jean Coton, salut le plateau. Vincent Folly, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui. L'une des causes les plus profondes du mal être professionnel est de ne pas pouvoir faire du bon travail. Du point de vue du travail de qualité, je voudrais saluer le professionnalisme avéré dont vous êtes l'incarnation dans le monde de la presse au Bénin. Merci. En montrant toujours que le goût du travail bien fait est un don du ciel, contrairement à bien travailler qui s'apprend. Merci à vous. Cela dit, dans un communiqué rendu public le mardi 29 mai 2018, vous mettiez en garde contre toute manœuvre visant à ternir votre image ainsi que celle de votre journal. Cette réaction, Vincent, est une manifestation tangible de l'allergie que vous présentez aux offenses. Vous devez me confirmer. Alors, comment donc comprendre que ce soit pour ces mêmes raisons que votre journal fait l'objet d'une suspension depuis le 23 mai dernier? Première question. Deuxième question, une citation de Thomas Jefferson, que bien des canards se plaisent à vous emprunter à la une de leur manchette me fait lire ceci. Sinon, me donnait à choisir entre un gouvernement sans journaux ou des gouvernements ou des journaux sans gouvernement, je n'hésiterai pas un moment à choisir cette dernière formule. Fin de citation. Voilà donc une belle caricature d'un chef d'État américain qui vient mettre en épingle l'épée de Damoclès que représente l'exécutif pour la presse et qui montre à suffisance que dans aucun pays au monde, la liberté de la presse n'est jamais un acquis définitif. Dites-nous, Vincent, si vous étiez président de la République, sur quel levier allez-vous agir? La presse, à défaut d'être un modèle, soit une référence, un cadre comme vous, pour résister à cette volonté manifeste des gouvernants à réduire l'espace de la liberté de la presse qui consiste à lui imposer une ligne éditoriale par le truchement des contrats mirobolants à l'instar de celui-là que vous étiez amené à dénoncer sur le plateau de 100% Bénin de Sika TV et que vous venez de dire encore un instant dans un passé assez lointain. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Deuxième auditeur, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, votre nom. Oui, bonjour, monsieur Vigile. Bonjour. Moi, c'est Valentin Ayonou. Je dis bonjour à monsieur Folly Vincent. Merci. Et ma première question ici, c'est de savoir si votre quotidien, sait-on jamais Bénin, là, ou bien Bénin a rétabli votre quotidien. Parlerez-vous le même langage que les rupturiens ou bien vous allez rester toujours égal à vous-même comme Vincent Folly d'aujourd'hui? Deuxième préoccupation, avez-vous l'ambition de faire partie
des membres de la HAC qui sera installée très très bientôt? Si oui, quelle serait votre première réforme que vous allez proposer dans cette institution? Troisième question, quel appel avez-vous à lancer à vos collègues qui dirigent vos organes comme EDEM et UPMD, respectivement à leur tête, M. Constant Guillaume et Franck Cochemin? Et je dis, quelle note pourrez-vous donner à ces deux-là? Et quatrième question pour finir rapidement, une question qui ne va pas certainement vous tirer la langue. En tant que grand journaliste d'investigation, que peut cacher la nomination de M. Philippe Oudéon? Et j'en ai fini. Bonne journée à vous. Merci à vous, Valentin. D'ailleurs, nous, le troisième auditeur appelant suivant, oui. Allô? Oui, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez l'honneur à Médez Zungi Serge. Oui, allez-y, monsieur Médez Zungi. Oui, bon, je vous appelle depuis la rencontre. Merci, monsieur Vigile. Je salue monsieur Folly. J'ai deux questions. La première, monsieur Folly, est-ce que vous n'êtes pas parfois un peu déçu par le comportement un peu trop passif de vos lecteurs ou de la population béninoise parfois? Si je le dis, je me dis parfois que est-ce que nous ne manquons pas trop de supporter les gens dans des moments de difficulté? Deuxième question. Moi, je demande ceci. Nous n'hésitons pas parfois à citer des pays qui ont un peu, qu'on ne pouvons pas considérer aussi démocratiques que notre pays. Tout à l'heure, vous citiez Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo et autres. Est-ce que parfois, il ne faudra pas que nous supportons un peu cette difficulté parfois parce que les autres ont eu à supporter des difficultés? Je me dis, est-ce qu'il ne faudra pas que parfois nous laissons ou bien que d'autres soient sacrifiés parfois pour que nous arrivons aussi à leur niveau à un moment donné. Parce que nous n'hésitons pas à voir qu'eux, ils sont peut-être parfois un peu plus ordonnés et tout, mais n'oublions pas qu'ils ont supporté des choses que nous n'arrivons pas du tout à supporter au Bénin et que nous parlons parfois trop au Bénin. Même si je vous reconnais, ça arrive la justesse de votre combat et que Dieu vous aide. Parfois, je me demande s'il ne faudra pas consentir à des sacrifices pour qu'un jour, un peu plus ordonné aussi. Merci, monsieur. Et bonne journée de l'équipe à tout le monde. Merci, bonne journée à vous aussi. Donc, Serge Médez Zungi, quatrième auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Virgile. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord, je peux le faire. Bonjour, monsieur Folly. Bonjour. Alors, je voudrais vous demander, monsieur Vincent Folly, pourquoi vous vous étonnez tant de la mesure qui a été prise l'encontre de votre journal? Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Danielson Damien. Oui, allez-y. Danielson Damien. Danielson, hein? Danielson. Oui. Oui. Donc, je disais tantôt, pourquoi M. Folly s'étonne tant de la mesure qui a été prise à l'encontre de son journal? Son étonnement, moi, me surprend à voir le contexte actuel dans lequel nous évoluons. Nous avons en face un régime qui broie tout sur son passage, toutes les voix contradictoires qui se dressent, toutes les voix critiques qui se dressent contre lui, contre ses actions. Nous avons un régime qui broie tout. C'est votre impression. Donc, pourquoi ça vous étonne tant? Nous savions que des organes de presse vont subir des représailles. Votre autre question. Nous sommes dans notre pays de représailles. Gaillarson, autre question. Alors, deuxième question, par rapport, je vais sortir un peu du cadre médiatique pour aller sur le champ politique. La question de la caution aux différentes élections. Monsieur Folly, pensez-vous qu'il y a une contradiction notoire, comme moi je l'ai constaté, entre les arguments qui ont été évoqués lorsque le régime en place avait engagé la réponse sur le système partisan? L'un des arguments qui avait été développé par le régime en place, c'était bien sûr de réduire le coût au niveau des élections, c'est-à-dire réduire le pouvoir d'argent dans les élections. Mais aujourd'hui, on veut adopter des réformes
Alors, dans le sens de, encore, comme ce que vous savez, le paiement de 200 millions pour les élections législatives et 250 millions pour les élections présidentielles. Est-ce que vous ne voyez pas que les tenants de ces réformes-là font preuve d'une contradiction notoire? C'est noté. Parce qu'hier, la question est on notée. voulait réduire les coûts des élections, mais aujourd'hui, on fait des propositions La question est notée. qui font greffer, bien sûr, les dépenses au niveau... Autre préoccupation, M. Gaëson Damien. Donc, merci beaucoup. Merci. Je vais m'en tenir à ça. Bon Et dimanche. bon dimanche. Merci. Oui. 66 à 75, Allô. 72, 72. Il a fait le geste. Bonjour, votre nom. Allô, Votre nom, s'il vous plaît. bonjour. Bonjour. Oui, on m'appelle Joseph Komakoni. Pardon? On m'appelle Joseph Komakoni. Ok, allez-y, monsieur Komakono. Oui, bonjour, monsieur Vincent Folly. Bonjour. Je voudrais vous dire tout simplement que vous êtes attrapé par l'histoire d'une nation mal partie. Je voudrais dire par là que dans un pays où toutes les institutions sont privatisées au détriment de la société, comment pouvez-vous vous en sortir de cette manière? Est-ce que vous me suivez? Parfaitement. Vous me suivez très bien. Oui. Vous, Félix, vous avez un certain âge. Notre pays d'aujourd'hui, l'Assemblée que vous voyez là, est-ce que ça appartient à la société nationale ou au gouvernement? Moi, j'ai eu des problèmes dans la société. J'ai pris par là le ministère même de ma société a mieux réfléchi pour que l'Assemblée. Et vous pensez que ces gens-là, comme ces choses-là, cherchent une autre manière de réfléchir dans cette nation pour nous en sortir. Autre C'est très préoccupation. difficile. D'accord, autre préoccupation. Est-ce que vous me suivez très bien? Autre Parfaitement. préoccupation. Merci beaucoup. Après, on dira le reste. Ok. Je vous encourage à vous remercie. Je vous en remercie. Hein. Merci. Nous prenons le 6e auditeur. Bonjour. Ouais, vous êtes en direct, votre nom. Allô? Alors, bonjour la radio. Bonjour, l'auditeur. Justin Efia. Je vous appelle depuis Mao. Ma première préoccupation, monsieur Vincent Folly, je vous souhaite du courage. Diminuez le volume de votre poste, monsieur Efia. Ok, c'est bon. Monsieur Vincent Folly, du courage, hein. Battez-vous, quoi qu'en soit la situation de cette terre-là. Battez-vous. Ça va aller. Ma première question. Concernant la loi sur l'élection, quand on parle de 250 millions, 200 millions, est-ce que nous pouvons compter une belle loi aujourd'hui qui peut nous rassembler les 200 millions pour aller aux élections législatives dans ce pays-là? À bientôt. 7e auditeur. Ça va être le dernier. Oui, 7e et tout dernier auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Affaire Ramon. Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur Vigile. Oui, bonjour. Et monsieur Vincent Folly. Merci, bonjour. Monsieur Vincent Folly, assume toutes vos explications. Quelle est la cause réelle de la suspension de votre journal à Nouvelle Tribune? Et que feriez-vous pour sa réapparition? Merci. Merci, nous revenons. En studio, il vous propose la question, quelle est la cause réelle de la suspension de votre journal? Vous pouvez commencer par ça. Oui, je peux commencer par ça, mais je crois que je l'ai dit à demi-mot. Ben, la cause réelle, ben, qu'est-ce que je peux dire, Virgile, de plus que ce que j'ai dit depuis le début. Bon, c'est ma ligne éditoriale, hein. Je crois que ce n'est pas autre chose. Je ne suis pas le journal qui écrit le plus mal
Je vais vous dire simplement, pour répondre à cette question, on a parlé du président de l'ODEM, de l'UPMB. J'ai dit que je ne parle pas des gens. Mais j'étais sur un plateau de télévision avec le président de l'ODEM 2 semaines avant la suspension. Et lui, il témoignait en ma faveur en disant que j'étais le seul journal qui faisait la différence dans ce lot de journaux qui présentent des titres, comme le dirait le président Adiaka, des titres siamois. Il dit que j'étais le seul qui faisait la différence. 2 semaines après, bon, je suis sanctionné comme un pestiféré, comme quelqu'un qui ne respecte pas le chef de l'État. Mais je dis oui, si je ne respecte pas le chef de l'État, qu'on m'amène au tribunal, ce n'est pas à la HAC de m'interdire de fermer mon entreprise alors que j'ai un registre de commerce. Je travaille, des employés sont là. Donc la cause réelle, ben, on veut tuer le journal. On n'avait pas mis le site, on n'avait pas inclus le site dans la première décision. Maintenant, on a mis le site. Ça veut dire je reste tranquille chez moi, je dors, les employés sont là, ils doivent manger, ils doivent être payés, mais mon locataire doit être payé, l'électricité doit être payée. On me dit de rester à la maison. J'ai une entreprise. Quelle entreprise on peut fermer? Quelle est la loi qui permet à quelqu'un de fermer une entreprise? Même les impôts. Les gens ont réussi, avant on écrivait fermé pour non-paiement d'impôts. Aujourd'hui, les impôts ne se comportent plus comme ça. Ce sont des gens formidables, les cadres des impôts, je leur porte témoignage. Ils sont venus, ils ont travaillé pendant près de 8 mois chez moi. Et j'ai fait les recours. On m'a dit 35 millions. Avant la suspension, là, j'ai été frappé par les impôts. Mais j'ai salué la compétence de nos agents. Ils ont compris que un journal ne pouvait pas avoir 35 millions à payer. On est venu à 24 millions. Puis après à 12 millions. Je commence à payer 2 millions. Et on me dit non qu'il faut tout payer en même temps. J'ai jamais vu ça. Les impôts, alors qu'on m'avait fait signer un engagement qui n'est pas de mon fait. Je sous-signais, je prends l'engagement. Non, c'est un formulaire que les impôts ont. Et j'ai rempli. C'est une pratique. C'est une pratique. Ils me l'ont imposé. Ils m'ont dit payer dans 3 mois. J'ai dit je ne peux pas. 10 millions. Ils ont dit 6 mois. J'ai dit bon, je peux faire 6 mois. Et j'ai pris l'engagement de payer 6 mois. Une semaine après, on me dit de tout payer sous 8 ans. C'est pas possible. On ne peut considérer cet engagement. On ne considère plus cet engagement. Et on allait bloquer les comptes. Que feriez-vous pour rétablir votre journal? Mais qu'est-ce que je fais? C'est tout ce que je fais que je ne vous ai pas dit. Mais que je ne vous dirai pas, cher monsieur qui m'admire. Celui qui a posé la question sur les 250 millions par rapport au coût de la vie et à la vie je crois que c'est énorme. On ne peut pas dire. Un député l'a dit sur les antennes, je ne peux pas mieux parler que lui. Et c'est eux qui représentent le peuple. Il a dit que ce n'est pas possible. Moi, j'ai été témoin. J'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant quelques années. C'était de 5 millions au début. Mais lorsqu'on voulait empêcher Gbagbo de se présenter aux élections de 92, j'étais là. J'étais témoin. Je crois qu'à 5 jours, on a fixé, c'était sous le président Houphouët-Boigny, la barre à 20 millions. Comme si Gbagbo n'avait pas 20 millions. Mais à l'époque, c'était un professeur d'université. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais témoin. Ce sont les militants qui ont cotisé et ils l'ont accompagné jusqu'au trésor pour déposer son dossier. J'étais témoin de cette période. Donc je vois la tendance que les gouvernements ont à faire monter la barre et pour empêcher, soi-disant, pour empêcher les candidatures fantaisistes, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pour éliminer des adversaires politiques. Mais le peuple est mûr pour éliminer. Regardez, on a eu à un moment donné jusqu'à 26, si je ne m'abuse, 26 candidats aux élections présidentielles. Mais quand on a présenté les résultats, le peuple ne se trompe pas. Les voix vont vers donc ça, ceux qui... ça c'est comme si c'est une insulte au c'est une injure qui n'est pas capable de reconnaître les fantaisistes. Le peuple reconnaît les candidatures fantaisistes. Pourquoi on veut lui imposer? Si on met à 250 millions, sur quelle base on fixe à 250 millions? Qui est-ce qui gagne de l'argent dans ce pays et qui lui permet de payer 250 millions d'un seul coup? Nous avons affaire à un régime plutocratique qui veut rester dans ce système où, bon, c'est les riches seuls qui pourront se présenter aux élections présidentielles. C'est une exclusion inacceptable. On a exclu les gens qui ont moins de 40 ans. C'est déjà bien, on a accepté ça. Mais dans 100 ans, on va accepter que des gens qui ont 25 ans se présentent. Parce qu'à 25 ans, dans 100 ans, il y aura des gens
qui à 25 ans auront la maturité nécessaire pour être dirigeants. Vous savez qu'en Autriche, si je ne m'abuse, le président qui est élu là-bas doit avoir la trentaine. Bon, ici, on dit pour être président, il faut 40 ans. Donc, c'est des trucs, des choses qui vont changer. Donc, à part ces exclusions, on dit 70 ans, on ne peut pas l'être. Il y a des gens qui ont... Il y a le président Biya qui a 85 ans. Il a 15 ans du centenaire. Est-ce que les calculs du genre, les calculs politiques, les calculs pour les intérêts des groupes ayant la force arithmétique du moment, est-ce que ça n'a pas toujours été de tous les régimes? Oui, c'est tous les régimes qui font ça. Le président de la République avait juré de ne pas prendre des mesures d'exclusion. Mais on constate que c'est des mesures d'exclusion qu'ils ont faites. Pourquoi dire qu'un ancien président qui veut être député sera dépouillé, perdra le statut d'ancien président? C'est quand même un peu trop gros. Pourquoi? S'il perd le statut d'ancien président, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il peut encore se présenter. Après ces 2 mandats, il peut encore se présenter. Ça, c'est pour rire. Mais je dis qu'il y a une justice à faire entre un président qui est président de la République et qui a été président et qui est devenu maintenant député. Donc, nous n'étant pas un pays riche, on peut arranger les émoluments pour faire en sorte que ce président qui reçoit les primes d'anciens présidents ne soit pas trop payé par rapport à la masse salariale du pays. On peut comprendre ça. Mais mettre ça dans une mesure comme mesure en disant qu'on perd les statuts... Mais la mesure ici, c'est quand vous êtes candidat, ce n'est même pas quand vous êtes élu. Oui, mais quand vous êtes candidat, c'est là où c'est un peu... c'est complètement... Moi, je ne peux pas dire loufoque comme décision. Moi, le peuple même réagit à ça et c'est clair. Est-ce que quelqu'un a demandé si je ne suis pas rattrapé par l'histoire du mal pays de mon pays et un parlement qui est apparemment guidé par le gouvernement, c'est-à-dire qui est vassalisé? La question rejoint celle de M. Dayelson qui a dit « Pourquoi vous vous étonnez de la mesure qui frappe votre journal ?» Je vais m'étonner, je vais continuer à m'étonner et me battre contre cette mesure. Même si je sais pourquoi les gens ont pris cette mesure. Je sais que le contexte actuel, c'est à l'embrigadement. Vous voyez ce qui se passe? Il y a beaucoup plus de communication dans les journaux et j'espère que ceux qui achètent les journaux font la différence entre la communication et l'information. Les lecteurs, moi je les appelle à réfléchir pour ne pas être manipulés. Donc je vous ai dit, on a parlé du code électoral et je lis, c'est la charte qu'on a présentée. Alors qu'on a le code électoral comporte plusieurs chapitres, plusieurs livres et on doit pouvoir dire quel est le livre qui a dit ça, quel est l'article qui a dit. On fait ça pour faire diversion dans l'opinion, ainsi pour marquer l'opinion et amener l'opinion à accepter ce qui est inacceptable. Moi, je crois que les lecteurs sont suffisamment mûrs pour comprendre cela. Alors, si votre quotidien reprend demain, est-ce que nous allons changer de ligne éditoriale? Ils le savent. Ils savent que nous n'allons pas changer. Et c'est pourquoi ils vont maintenir la mesure le plus longtemps possible. Il y a des gens qui signent des accords. Vous avez vu, je compare la situation des partis politiques qu'on va voir. Ils sont aujourd'hui à droite. On leur dit, en faisant miroiter peut-être de l'argent, on leur dit de venir. Bon, et on les voit changer d'option. On a vu récemment au cours du vote sur la révision de la Constitution. Mais croyez-moi, notre journal ne tombera pas dans ça. Et c'est parce qu'ils le savent qu'ils vont maintenir la sanction aussi longue que possible. Mais nous, on va se battre pour que le droit soit dit. Quand je vois justement votre ténacité, votre entreprise à se battre, est-ce que vous n'aurez pas dû faire la politique plutôt? Non, je ne veux pas. Je n'ai aucun talent pour la politique qui est faite de mensonges, de retournements de position. Tous les hommes politiques qui sont là actuellement me connaissent. J'ai fait les mouvements démocratiques, je sais ce qui se passe. Mes amis communistes auraient pu me recruter, mais je n'ai jamais été communiste, contrairement à ce que les gens ont pu dire. Tantôt on dit qu'il est PSD parce que je suis du mono, tantôt on dit qu'il est parti communiste quand mes positions sont jugées radicales. Bon, on me trouve partout. On dit que je suis pour Adjavon. Ce monsieur, je l'ai vu pour la première fois, je crois, devant le commandant qui est là-haut. Et bon, mais on me trouve là où on ne veut pas me... Non, je ne ferai pas la politique.
mais vous me trouverez bientôt dans autre chose qui ne sera pas la politique. Dans les médias? Non, je ne sais pas. Mais je suis un homme de médias, je vais y rester aussi longtemps que possible. Mais je ferai autre chose, vous verrez ça bientôt. Je crois que vous avez fini avec les... Non, déçu des comportements de la presse et des lecteurs. Non, les lecteurs, j'ai rien à leur reprocher. L'inaction des lecteurs et des Béninois en général. Oui, mais ils ne savent pas que la HAC n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait. Le but de mon émission, c'est de leur montrer que la HAC n'est pas une instance judiciaire. C'est donc un organe administratif qui ne peut prendre des décisions qui peuvent être battues en brèche, comme ça l'a prouvé avec la décision du Béninois libéré. Il demandait aussi si ce n'est pas une phase par laquelle il faut prendre pour faire grandir donc notre démocratie. Non, je ne crois pas qu'on soit obligé de reculer. Ok, nous arrivons je ne sois pas. Oui. C'est bon. Oui, c'est bon. On est à la fin de cette émission. Oh mon Dieu, ça finit si vite. Oui. Votre mot de fin? J'ai pas de mot de fin si j'ai réussi. Merci beaucoup à vous, en tout cas, Vincent Folly. Merci, surtout aux amis auditeurs. Georges, pour nous assurer la réalisation technique de cette émission. On se retrouve encore dimanche prochain.